Le ministre de la Défense ivoirien, en séjour à Ouagadougou, a rencontré son homologue Chérif Sy ce matin. Une séance de travail a permis de réfléchir sur les stratégies communes à développer face aux défis sécuritaires auxquels leurs deux pays sont confrontés. Le sujet de l'extrémisme violent, toujours à la une de ce journal, une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent a été élaborée. Le gouvernement avait donné son accord en avril 2018. Détail dans un instant. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal. Pour commencer, audience à Kosiam ce matin, le président du Faso a reçu le ministre d'État ivoirien, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Entre les deux hommes, les échanges étaient axés sur les relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, deux pays au destin lié selon l'invité ivoirien qui préconise la mutualisation des efforts des pays pour lutter contre le terrorisme. Je propose d'écouter le ministre d'État ivoirien, ministre de la Défense également, Téné Birahima Ouattara, à sa sortie d'audience. Non, je ne peux venir en terre burkinabé sans venir présenter mes civilités au président du Faso. Il était normal que nous puissions passer, le saluer, lui faire un message du président Ouattara. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez un peu les liens qui unissent les deux pays. Et chaque fois que nous nous retrouvons en terre burkinabé, nous avons le devoir de venir saluer le président du Faso. Et c'est ce que nous avons fait ce matin en lui faisant un message du président de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous rassurer, c'est vrai que nous avons, le mois dernier, été l'objet d'attaques terroristes, ce qui est une réalité. Il y a eu des pertes en vie humaine de la part de nos forces de défense et de sécurité, ce que nous avons beaucoup déploré. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc, comme je le disais tout à l'heure, mutualiser les efforts, se tenir informés, essayer de mettre ensemble nos moyens. Comme vous pouvez le savoir, nous sommes des pays en développement. Nous n'avons pas beaucoup de moyens et il est important que nous puissions les mettre ensemble pour lutter efficacement contre ce fléau. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse le Burkina Faso. Bien entendu, ce qui se passe au Burkina intéresse au plus haut niveau la Côte d'Ivoire. Je le dis et je le dis en toute franchise, c'est deux pays qui ont des destins liés. Et pour ce faire, nous devons nous mettre ensemble pour essayer de faire en sorte que nos populations puissent vivre en paix et en sécurité. Le ministre ivoirien de la Défense a également partagé une séance de travail avec son homologue burkinabé Chérif Sy. Plusieurs questions abordées, notamment celles sécuritaires et la lutte contre les groupes armés. Tous les deux ministres en charge de la défense conviennent qu'il reste pertinent de conjuguer les efforts de part et d'autre pour faire face aux groupes armés. Michael Toukri. À travers cette séance de travail, les ministres de la Défense de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso veulent davantage mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre les groupes armés. Comme vous le savez, aussi bien le Burkina que la Côte d'Ivoire, nous sommes tous confrontés à des défis sécuritaires. Ces défis sont de plusieurs ordres, mais le principal défi est celui donc du terrorisme que nous vivons quotidiennement. Nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions ensemble voir comment est-ce que nous pouvons mutualiser nos forces pour essayer de freiner la montée de ce fléau. Cette présence du ministre ivoirien de la Défense dans la capitale burkinabé s'inscrit dans le cadre d'une tournée sous-régionale pour évoquer avec les autres ministres de la Défense la question sécuritaire qui se dégrade de plus en plus dans la bande sahélo-sahélienne et touche de plus en plus les pays côtiers. Une première tournée sous-régionale pour discuter justement
de l'ensemble de ces questions sécuritaires-là avec un certain nombre de ses homologues. Il n'y a plus donc de choisir le Burkina Faso, ce en quoi nous lui sommes très reconnaissants, chose qui témoigne aussi de l'imbrication de nos deux territoires et de la nécessité de pouvoir mutuellement nous protéger. Il existe un cadre qui a été défini il y a de cela 1 an pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons mutualiser nos moyens pour pouvoir aller de l'avant. Il est important que nous puissions voir dans quelle mesure activer ce cadre et nous en avons discuté de façon importante tout à l'heure. Téné Brahima Ouattara, faut-il le rappeler, a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire le 6 avril 2021. Et les efforts au niveau du Burkina face au terrorisme se matérialisent aussi à travers l'accord du gouvernement donné il y a un peu plus de 3 ans, le 25 avril 2018, pour l'élaboration d'une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. La stratégie est concrétisée à présent. Aujourd'hui, les acteurs de l'élaboration l'ont examinée et validée. On en parle avec Maxime Jodbambara. Après l'élaboration du projet de la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, l'heure est à l'examen et à la validation de ce document ainsi que de son plan d'action. C'est l'objectif de cet atelier qui réunit autorités coutumières et religieuses, membres d'organisations de la société civile et représentants des différents ministères concernés. Pour le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, les questions de radicalisation et de l'extrémisme violent dans l'espace G5 Sahel et particulièrement au Burkina Faso s'imposent comme des questions concrètes auxquelles des solutions concrètes doivent être trouvées. Nous sommes dans une situation sécuritaire que vous connaissez bien et l'un des paramètres justement de cette situation sécuritaire-là, c'est qu'elle est liée à la montée de l'extrémisme violent. Des jeunes, des frères, des sœurs, des enfants à nous ont eu le malheur de se laisser embrigader par des visions que certains leur ont servi en matière d'extrémisme là et ont même pris donc les armes contre leur communauté donc, et contre leur nation. Et il va de ce que nous ne pourrons pas gagner la guerre donc, contre le terrorisme là si nous n'arrivons pas à transformer donc, la mentalité de ceux qui, hélas, se sont laissés induire en erreur. Et c'est ce à quoi donc, va servir cette stratégie-là. En plus, bien entendu, de faire en sorte qu'on puisse leur donner un nouvel avenir et qu'ils ne soient plus tentés donc, de rejoindre les groupes terroristes. Cet atelier est donc une étape cruciale qui va donner suite au déploiement de cette stratégie sur le terrain à travers des projets et programmes au profit des populations. L'élaboration de ce document a bénéficié de l'appui financier du gouvernement américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international. C'est une stratégie qui touche en plusieurs domaines qui sont très importants pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Ça touche dans le domaine des droits humains, le développement économique, la justice, les opportunités et ça tient à la tolérance et l'inclusion, la cohésion sociale, tout ce qui sont très importants. Et donc, nous souhaitons que la stratégie sera mise en œuvre et que ça dépendra de la coordination et la volonté de tout le monde pour réussir. Entamé depuis 2018, le processus d'élaboration de la stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent s'est voulu participatif selon le ministre de l'administration territoriale Clément Sawargo. Après son adoption par ses participants, ce projet sera soumis à l'appréciation du gouvernement, ce qui permettra de dérouler le plan d'action sur le terrain. Autre actualité, l'Office national d'identification ONI à proximité des populations de nouvelles localités d'Edougou, dont la boucle du Mouhoun. Ces populations n'auront plus besoin de faire de longues distances pour avoir accès aux services de la nationale de l'identification qui a en effet inauguré son antenne régionale de Edougou le 8 mai dernier. 65 000 demandes de CNIB depuis la phase test. On en parle avec Nadine Zongo. J'avais besoin d'une CNB. Il a fallu que je me déplace jusqu'à Bobo pour me faire délivrer une CNB. Tu peux faire ta CNB, tu peux faire 4 mois, 3 mois, 6 mois. Après, si tu ne repars pour quand ta CNB, on dit que c'est grillé. Donc, tu as des problèmes. D'Edougou Bobo Djoulasso,
Parcourir 290 km et attendre 4 mois juste pour avoir une carte nationale d'identité. Les Dédougovillois perdaient en temps et en argent. Désormais, c'est fini les va-et-vient et les dépenses pour une CNIB, carte nationale d'identité burkinabé. L'ONI, chargée de la délivrance de ce document, est maintenant installée à Dédougou. Depuis la phase de test jusqu'au 7 mai dernier, cette antenne régionale a reçu plus de 65 000 demandes de CNIB. Le besoin se faisait ressentir selon Aristide Béré, directeur général de l'ONI. Cette antenne était reliée au centre de production de Bobo-Dioulasso. Le même centre de production de Bobo-Dioulasso couvrait aussi bien la région de la Bougoudimoun que les régions des Cascades et du Sud-Ouest. C'est dit donc qu'elle avait à sa charge 4 grosses régions, et l'antenne de Bobo ployait en fait sous le coup des demandes. C'est pourquoi dans la logique de décongestionner le système de production et de délivrer avec beaucoup plus de célérité la carte nationale d'identité aux citoyens, nous avons procédé à l'ouverture ce matin, qui constitue en fait un grand pas dans le processus de déconcentration, mais aussi dans le processus dynamique de délivrance avec diligence de la carte nationale d'identité. Pour la population de Dédougou, ce problème est pallié. Mais force est de reconnaître que Aristide Béré et son équipe ont encore du travail. Au Burkina Faso, on enregistre plus de 10 500 000 personnes qui n'arrivent pas à justifier de leur identité. Et cela pour diverses raisons. Il y a des raisons liées aux individus eux-mêmes. Par exemple, le manque de documents de base. Vous savez que quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez pas avoir la carte d'identité. Il y a un certain nombre de documents aussi qui sont exigés et qui sont nécessaires à la production de la carte d'identité. Donc c'est dire qu'à la base, il faut que le citoyen lui-même possède les documents nécessaires à la confection de la carte nationale d'identité. Ça, c'est un premier pas. Il y a aussi des questions liées à la nature, c'est-à-dire à l'institution même. Vous savez que tu peux avoir la carte d'identité, tu peux avoir les 2500, tu peux avoir l'acte de naissance, tu peux avoir les 2500, mais malgré tout, l'éloignement fait que tu ne peux pas, par exemple, quitter Nouna ou bien quitter Gorgagi pour venir jusqu'à Ouagadougou pour faire sa pièce d'identité. Donc, il y a des éléments subjectifs liés à l'individu et aussi des raisons objectives que nous reconnaissons et auxquelles nous travaillons à lever. L'antenne régionale de Dédougou a une capacité de production de 1000 cartes d'identité par jour. À terme, elle devra produire 2000 cartes d'identité par jour. Selon les premiers responsables de l'ONI, bientôt ce sera au tour de Gawa de recevoir les services de l'ONI. Avec le ministère de la Sécurité, l'ONI s'est lancé dans une dynamique de déconcentration de ses structures. Selon le ministre en charge de la Sécurité, l'identification est très importante en ce moment où le terrorisme sévit au Burkina Faso. Il a par ailleurs annoncé que les forces de défense se rapprocheront davantage des populations de Dédougou au cours de cette année 2021. Une signature de convention ce matin entre le ministère de l'Éducation nationale et la Commission de l'information et des libertés CIL. À travers cette action, les deux partenaires visent la sensibilisation des élèves et enseignants sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée également. Ami Valion avec la voix de Michael Toukri. Des modules de formation sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC seront désormais inclus dans les curricula de formation au ministère en charge de l'Éducation nationale. À cet effet, une convention a été signée entre le ministère et la Commission de l'information et des libertés CIL. Et nous avons vu ce qui se passe donc dans le système éducatif, ce qui nous a interpellés. Nous avions pensé qu'il était bon à l'époque de signer une convention de collaboration pour que la CIL nous accompagne, pour que nous puissions élaborer des modules de formation qui vont être intégrés dans les curricula donc de formation de nos élèves en termes d'éducation au numérique et d'éducation au numérique et à la protection de la vie privée. Et donc, ce sont ces démarches-là qui ont abouti aujourd'hui à la signature d'une convention de collaboration, donc sur 10 ans, pour que nous puissions effectivement travailler à la sensibilisation sur la question des données personnelles, sur la manipulation des données. Cette cérémonie a été aussi une occasion pour le ministre en charge de l'Éducation nationale de demander l'appui de la CIL dans le cadre de l'organisation des assises sur l'éducation. Une démarche du ministre Ouaro saluée par la présidente de l'institution. Nous avons reçu ce matin du MENA, les TDR, et nous allons apporter notre contribution. Et à cet effet, nous allons incessamment
convoquer une commission des commissaires pour pouvoir donner et faire des amendements et apporter notre contribution pour un bon aboutissement de ces assises-là. Donc en cela, je remercie vraiment la démarche participative que le MENA a eue en incluant tous les acteurs de la société, de notre société, afin que chacun puisse se prononcer sur le système éducatif de notre pays. Cette convention entre le ministère en charge de l'Éducation nationale et la Commission de l'information et des libertés civiles a une durée de 10 ans renouvelable. Ce projet vise donc à sensibiliser les élèves et les enseignants sur la protection des données personnelles et de la vie privée. Une actualité qui suscite beaucoup d'intérêt en ce moment, la crise au sein du monde éducatif suite aux dernières sorties des élèves sanctionnés par la répression des forces de l'ordre. Leurs enseignants se sont exprimés, précisément ceux du lycée Philippe Zenda Kaboré, qui se présentent comme victimes de la répression des forces de l'ordre. Il s'indigne également contre la démarche et précise qu'elle ne contribuera en rien à l'éducation des enfants. On en parle avec Sanata Serré. Pendant qu'on gaze là, on demande aux enseignants d'être présents et on même on dresse des listes de présence. Lui-même qui est arrêté là, attendez de voir tout ici, il va fuir. Ce sont là quelques raisons du mécontentement du personnel du lycée Philippe Zenda Kaboré ce 10 mai. Ces derniers disent être des victimes collatérales de la manifestation des élèves débutée depuis le mois de mars dernier contre les réformes annoncées par le gouvernement. La journée du lundi 3 mai 2021 fut la plus risquée. Des dizaines de grenades lacrymogènes ont été balancées dans la cour du lycée jusque devant la salle des professeurs et les bureaux de l'administration, prenant en otage les personnels présents à leur lieu de travail. Ce fut le désarroi aussi bien parmi les élèves que les personnels enseignants et administratifs. Certains élèves suffoquaient, d'autres se sont évanouis, avec en prime des risques d'incendie. Nous avons pu effectivement constater dans la matinée de ce 10 mai la présence de restes de douilles de gaz lacrymogène un peu partout dans l'établissement. Et selon un des professeurs de mathématiques du lycée, cette façon de réprimer les élèves se révèle être négative pour leur éducation. Les enfants sont en train d'apprendre à s'amuser avec ces gaz lacrymogènes maintenant. Ils trouvent que ces policiers pensent qu'ils sont en train de réprimer, mais en termes d'éducation, ces enfants sont en train de s'informer et de se former. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout de suite, ces enfants récupèrent ces gars lacrymogènes et puis ils se jettent. C'est devenu quoi? Un jouet. Ouais, non? Et leur manque quoi? Est-ce que c'est l'objectif? Les enseignants, dans leur déclaration, ont aussi condamné ces actes dont ils sont victimes et appellent les autorités éducatives à une résolution de cette crise que traverse le monde éducatif. Le personnel du lycée Philippe Zenda Kaboré, victime de cette barbarie, condamne la prise en otage du personnel pendant la répression barbare des élèves par la FDS, dénonce le comportement irresponsable et complice du chef d'établissement dans la répression des élèves et du personnel, appelle les directeurs provinciaux et régionaux à plus de responsabilités dans la gestion de la crise qui secoue les établissements de la ville de Ouagadougou et particulièrement du lycée Philippe Zenda Kaboré, exige des forces de sécurité le respect des franchises scolaires. Selon ces enseignants, cela fait plus de 10 jours que les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré n'ont pas mis pied à l'école. Ils ont également démenti l'information selon laquelle le proviseur du lycée aurait eu une rencontre avec le personnel. Nous n'avons malheureusement pas pu recueillir la part de vérité du proviseur sur ces questions. Un reportage signé Fatima Tanikiema. La délégation de l'Union européenne au Burkina a initié samedi dernier à Ouagadougou un défilé de mode pour magnifier la contribution de l'Union dans le secteur culturel. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée de l'Europe et elle a connu la participation de l'ambassadeur de l'Union européenne et de bien d'autres personnalités. Ami Valion avec la voix de Alice Ouedraogo. Le monde de la rupture, Zakatul Fitr, est un prélèvement alimentaire au profit des personnes nécessiteuses. Il s'agit pour le musulman ayant un minimum de moyens de venir en aide à ces dernières afin qu'elles puissent s'alimenter convenablement le jour de la fête. L'acquittement de cette aumône incombe au chef de famille qui prélève pour tout ce qu'il a à sa charge, explique l'imam Lassane Sakandé du Serfi.
La zakat al-fitr, c'est tous ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, les nécessités, les démunis, les personnes vulnérables. Alors qu'ils soient des proches parents ou pas, ils sont bénéficiaires de la zakat al-fitr. Elle se prélève soit en céréales, ou soit on peut aussi la convertir en argent et puis donner. La zakat al-fitr incombe aux responsables de la famille, qui doit non seulement prélever pour lui-même, mais aussi prélever pour tous les membres de sa famille. Même les enfants qui n'ont pas jeûné, qui n'ont pas l'âge de jeûner, on doit prélever pour chacun. L'objectif est que ça soit beaucoup et que ça puisse profiter à un plus grand nombre de personnes. À en croire Imam Sakandé, il est recommandé de prélever de la céréale ou de l'argent suivant une quantité bien déterminée. L'objectif est qu'elle puisse profiter à celui qui la reçoit le jour de la fête. La quantité, c'est environ 2,6 kg de céréales pour chaque individu. Autrement dit, on pourra convertir cela en argent et multiplier par le nombre des membres de la famille et puis s'en acquitter. Ça peut être le riz. On dit de donner ce qu'on a l'habitude de consommer chez nous-mêmes. Alors, le riz, le mil, le maïs, les pâtes alimentaires, le couscous, tout cela on peut prélever. Et l'idéal, c'est de donner vraiment ce qui serait utile aux bénéficiaires. La zakat al-fitr est une obligation pour le musulman selon l'explication de l'imam. Elle permet non seulement de soutenir les plus pauvres, mais aussi de purifier le jeûne de celui qui la prélève. Vous le savez, nous sommes faibles, nous sommes des êtres humains, on n'est jamais parfait. Il arrive que malgré tout, malgré notre bonne volonté de bien faire, on trébuche en commettant des péchés par-ci, par-là, qui vont entacher la qualité de notre jeûne, d'impureté. Donc l'objectif premièrement de la zakat fitr, c'est de purifier ces jeunes-là afin qu'ils puissent atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Inna Allaha tayyiban la yaqbalu illa tayyiban. Deuxièmement, elle constitue une nourriture pour les pauvres, les nécessités, les jours de la fête, afin que tout le monde soit dans la fête, tout le monde soit en joie, tout le monde puisse avoir quelque de quoi donner à sa famille pour faire la fête. La zakat al-fitr est prélevée du 3e jour avant la fête jusqu'à la célébration de la prière marquant la fin du jeûne. Après cette prière, la zakat al-fitr n'est plus valable, mais devient une simple aumône, insiste l'imam. Il précise également que ne pas prélever cette zakat alors que l'on dispose de moyens pour le faire constitue un péché. Vous venez de suivre donc un reportage sur la zakat al-fitr, l'une des étapes les plus importantes des derniers jours de jeûne musulman. Et nous revenons cette fois sur la journée de l'Europe. Ce sont au total 10 stylistes qui ont tour à tour montré leur savoir-faire en matière de couture. Un défilé de mode organisé par la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Et c'est l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso qui a présidé ce rendez-vous culturel. Selon lui, cette initiative est une manière pour l'Union européenne de rendre hommage à tous les stylistes en soutenant ce projet dénommé Mode ethnique. C'est dans le cadre du 9 mai, la journée de l'Europe, que nous avons pensé, il faut valoriser la créativité, la culture, mais surtout la mode au Burkina Faso. Et là, il se fait un travail énorme. Dès le début de la chaîne, n'est-ce pas, ce sont des femmes que nous soutenons qui font des tissus. Mais après, il y a des créateurs, des couturières très sophistiqués, très avancés, avec beaucoup de créativité, qui font un travail énorme. Et là, nous sommes très très fiers que nous pouvons soutenir ces gens-là. Et à la tête du comité d'organisation de ce défilé, Alex Zampsonré de Ouaga Fashion Week. Pour lui, cette activité met sous le feu des projecteurs un secteur peu connu qu'est la mode.
Je suis très fier parce que déjà c'est une valorisation, c'est la valorisation d'un secteur, je dirais, sous-connu ou sous-coté, je dirais, et l'Union européenne qui nous a mis dans ce créneau pour la fête de l'Europe. C'est pas pour une fête africaine, c'est une fête de chez eux. Et là, j'en suis heureux on ait mis le Faso d'Anfani en valeur sur tout l'espace africain. Et je suis sûr que ce défilé mettra aussi en valeur notre tissu local sur le plan international. Et c'est juste une satisfaction, juste un plaisir pour moi d'avoir pu piloter un projet pareil et merci à l'Union européenne de valoriser l'art burkinabé, la mode burkinabé, la culture burkinabé et le textile burkinabé. La mode burkinabé a été mise en valeur par les créateurs à travers le Faso d'Anfani et le Kokodonda. Et puis actualité sportive pour finir, championnat de 2e division. On connaît désormais les clubs champions et qui seront en première division la saison prochaine. ASK et Kiko FC, champions respectivement dans la poule A et B, rejoignent l'élite, tandis que AS École, USS et Bafoudy notamment sont relégués en D2. Assami Touré. La saison 2020-2021 en 2e division est bouclée depuis ce dimanche. Dans la poule A, ASK, avant la 22e journée, avait déjà validé son ticket pour la montée en D1. Avec 48 points totalisés et 44 points pour son poursuivant direct AS Tema Bokin, la défaite de ASK face à l'AS École, 1-0, ne l'a pas empêché de se hisser en élite. Objectif atteint donc selon l'entraîneur. Un goût d'inachevé, je dirais non parce que comme la montée était déjà effective, il fallait essayer aussi de donner un temps de jeu à ceux qui ne jouaient pas et essayer de faire tourner l'effectif. Je pense que l'idée générale c'était ça ce soir. Et je pense que c'est ce qui a causé la défaite. ASK, qui avait connu la première division dans les années précédentes, retrouve donc un championnat qu'il maîtrise déjà. Conscients, les dirigeants se disent déjà prêts pour assurer le nécessaire pour y rester le plus longtemps possible. Ce projet, c'est quand même permettre aux clubs qui sont hors de Ouagadougou et de Bobo, de jouer avec les élites. Parce qu'il faut reconnaître qu'en dehors de Ouagabobo, il n'y a pas de club comme ça qui s'affiche en première division. Et il faut reconnaître que aussi l'ASK a une histoire. L'ASK a été en première division pendant au moins 5 ans avant de descendre en 2e division. Donc c'est quand même un club qui s'y connaît et qui renoue avec la première division. Je pense qu'on aura notre partition à jouer. Dans la poule B, Kiko FC, sans être inquiété, goûte pour la première fois le haut niveau. 4 équipes donc sont reléguées en 3e division, à savoir AS École et CAS dans la poule A et USS et Bafoudy FC dans la poule B. C'est donc la fin de la saison en 2e division. Et cette actualité pour les amoureux du sport sera développée en long et en large tout à l'heure dans Sport 3 avec Assami Touré qui est déjà sur place et invité aux 20h. Effectivement, Sonia, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Assami Touré. Oui, bonsoir Sonia. Alors, est-ce que vos décodeurs sont déjà sur place? Je l'ai annoncé tout à l'heure, l'actualité donc sportive du journal sera développée en long et en large tout à l'heure. Effectivement, Sonia, oui, c'est l'actualité actuellement. Kiko FC, et je dis Kiko FC, ASK plutôt, qui monte en première division. C'est la remontée, on va dire, puisque ASK a déjà goûté à la première division. Donc cette fois-ci, la saison 2020-2021, cette équipe remonte en première division. Ça n'a pas été facile puisque la bataille était rude au niveau de la poule A pour la montée en première division. Et voilà, ASK qui revient en première division. L'entraîneur est déjà dans ce studio. C'est notre invité d'aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Armand Barcelet. Bonsoir, monsieur. Merci. Merci, le plaisir est partagé. Les décodeurs également sont déjà installés. Il y a Adama Salambere, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Issa Kayilboudo également. Oui, bonsoir à tout le monde et puis très heureux d'être là. Voilà Sonia, donc on parlera en tout cas de la vie de cette équipe et aussi de la montée en première division à Sport 3 et c'est tout de suite après le journal. Bien, merci beaucoup à Assami Touré. Tout en attendant de vous retrouver vendredi prochain dans le même exercice, je vous souhaite une excellente émission. Merci Sonia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite en compagnie de nos programmes. Bonne soirée à demain 20h.